Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième partie de la visite du jardin de Sandra. Je sais que vous avez adoré la première partie, il faut dire qu'on a abordé tellement de sujets, que ce soit biodiversité, que ce soit les plantes, des plantes un petit peu particulières que vous pouvez mettre dans des petits jardins, dans des grands jardins. On parle aussi de décoration, voilà, tellement de sujets, c'est tellement intéressant. J'ai eu du mal à résumer, voilà. Donc, je vous ai tout donné. Je vous donne tout ce qu'elle a partagé elle-même avec tant de générosité. Merci encore à Sandra. Allez, c'est parti. Allez, je vais voir un bassin. Parce que je pense qu'un jardin, ça a besoin d'eau. Oui. Qui c'est qui fait toutes ces sculptures-là? Ben, moi et mon mari. Moi, je découpe. J'essaye de récupérer du métal, ce qui est de moins en moins facile. Mais parce que le métal, c'est cher. Donc, et puis, je préfère récupérer. Donc là, on a récupéré. Je fais les dessins. Alors, c'est souvent du dessin très naïf. Hein. Voilà. Et puis, c'est une idée comme ça parce que j'ai vu dans un endroit où, etc. On va essayer à peu près de reproduire. Et puis, après, on a un petit découpeur plasma. Et puis, voilà, on fait nos découpes, on fait de la soudure, plus ou moins grossière. Mais voilà. Ma grande passion, qui est nouvelle à l'origine, des gens voulaient balancer à des poissons rouges. Et sauf qu'on ne balance pas des poissons rouges dans le milieu parce que c'est la pire des engences pour un milieu fragile qui sont les milieux aquatiques. Et un poisson rouge, vous mettez dans un étang par exemple, au bout de 2 ans, le poisson rouge il est gros comme ça. Et je vous mens pas. Ouais. Donc, soit on les tue, c'est peut-être un peu violent, mais parfois voilà, c'est comme ça. Ou alors, on n'en voulait plus parce que ça prenait trop de place dans l'aquarium. Donc on m'a filé les poissons rouges qui ont à peu près quadruplé de volume en 2 ans, 3 ans. Mais des poissons rouges dans un bassin, c'est pas très intéressant je trouve. Donc au début j'ai mis des nénuphars. Pas forcément été ma grande passion, même si c'est plutôt sympa. Mais par contre, ma grande passion, découverte faite des plantes de Perret, c'est les plantes carnivores, ce sont les sarracénias. Magnifique. Je vois là, mais elles sont... Alors elles ne sont pas nettoyées, donc elles vont être plus belles. Tu les nettoies, alors c'est-à-dire Ouais. qu'est-ce que tu fais? Alors par exemple, là, des plantes qui sont pas, tu vois là, ça va rien donner, ça va pas donner des jolies capsules qui vont s'ouvrir où les insectes vont être attirés à l'intérieur. D'accord. Tu vois comme là. Là, c'est une belle capsule dont les insectes vont être attirés par l'odeur. Oui. Voilà. Donc ça, t'enlèves? Voilà, je coupe, mais à ras. D'accord. Voilà. Il faut nettoyer la plante carnivore. Donc là, celle-ci, par exemple, tu vas la laisser. Voilà, je vais la laisser. Et cette-là, par exemple, je vais la couper. Tu vois, tout ça, je vais les couper. Il ne faut pas avoir peur, on peut être assez drastique. C'est là vraiment la bonne période pour être assez drastique. Là, je vais Et donc tu laisses tout le temps dehors, toute l'année? Ah oui, tout le temps. Ce qu'elle ne supporte pas, ne pas mettre dans des pots en terre. C'est soit plastique, soit vernissé. Donc là, c'est émaillé. Voilà, émaillé, pardon. Donc émaillé à l'intérieur aussi. Et aussi à l'intérieur. Et avec de la tourbe, 100% tourbe, mais avec rien. La tourbe blonde, tu sais, oui. La sphaigne, je sais pas la comment. Sphaigne, oui, voilà, tout à fait. Qui demande beaucoup d'eau, vous savez, il faut bien la décompacter, etc. Et ça, vous mettez ça, et voilà, pendant des années, vous avez ça. Et une touffe comme ça, je vais être obligée très rapidement de changer de pot. Ça pousse. C'est affolant, affolant. J'ai un ami qui a maintenant, à partir d'un pied, je pense à une dizaine de mètres de plantes. Donc il a mis une bâche, lui, il est habillé avec des troncs en bois, il a mis de la tourbe, il a mis quelques tuyaux en PVC, comme ça il alimente tout le temps en eau de pluie, toujours de l'eau de pluie par contre. Donc voilà, d'eau de pluie. Et à partir de là, ça pousse, donc hop, il coupe des touffes, il en remet ailleurs, et voilà. Mais c'est vraiment formidable. Et alors quand ça fleurit, c'est un ravissement. Là, je vois là. Ouais. Quand je vois cette touffe-là, c'est le nombre de boutons floraux. Ouais, c'est voilà. Là, celle-ci, là. Ouais. Et c'est aussi simple d'entretien que ça, t'as rien d'autre à faire. Rien. Ça peut être gelé, ça peut être. Bon, d'ailleurs, les poissons se plaisent bien aussi. Il faut savoir qu'un poisson rouge, c'est dur comme la mort. Donc, ça peut être gelé sur 5 cm. Vous ne risquez rien. Peut-être vos peaux vont peut-être risquer un peu, mais tout le reste, rien. Donc, si je comprends bien, on résume. Un pot émaillé. Oui. Ou tu disais un pot en plastique. Ouais, en plastique. Tourbe. Tourbe. Blonde. Sur ça, on plante et on met dans l'eau. Alors forcément, le pot, il est percé en bas, voilà, pour qu'il y ait toujours un apport d'humidité. Voilà. Et l'eau de pluie, alors branchée sur une réserve d'eau qui est connectée au toit. Et puis... Voilà, si vous avez un puits. Oui. Un puits, si vous avez un puits. Moi, c'est je nettoie tous les 3 ans mes bacs. Parce que les poissons, puis il y a de la saleté, des feuilles qui tombent. Je les vide, je nettoie bien, etc. Et je remplis avec de l'eau du puits.
et nickel. Et après, tout se laisse faire avec l'eau de pluie qui tombe, etc. Et il n'y a aucun problème, aucun problème. C'est vraiment facile à vivre, ça ne disparaît pas. C'est plus ou moins stagnant, mais ça, voilà. Et donc après, elles vont muter. Donc là, je vais en avoir donc, qui sont très très verts. Elles vont avoir les pointes légèrement rosées, donc les couleurs des fleurs vont varier. Cette là, c'est une un petit peu particulière, c'est une mutante Scarlet Ball, elle s'appelle, mais c'est une Sarracenia aussi. Pareil, on voit tous les boutons floraux qui vont arriver. Cette là, elles ont la particularité d'avoir une forme en collerette légèrement dentelée avec cette espèce de rouge vinasse qui est vraiment très très belle. Elle qui est beaucoup plus pourprée, etc. Et puis après j'en ai une qui va par exemple, modèle plutôt avec pareil, côté très dentelé mais plutôt blanc crème avec une bordure rosée. En fin de compte, vous avez une quantité phénoménale de Sarracenia et vous en avez des géants. Moi, j'en ai vu de plus d'1,10 m. Alors, c'est les monstrueux. Hein. Bon, alors, j'ajoute ça sur ma liste. Voilà. C'est mon anniversaire à la fin du mois. Tu vois, j'ai commencé à noter. Bon, je veux un. Voilà. Après, moi, je trouve que voilà, des abreuvoirs en zinc, ça vaut pas très cher. Après, on peut creuser. Hein. Moi, j'avais pas. Pour ça, c'est pas trop cher 50 €. Tu les as trouvés où? En occasion. Matériel agricole, Le Bon Coin. Voilà. Et ça, 50 €? Ouais, 50 €. Là, 60 et celui-là, je pense que je l'ai eu à une centaine d'euros, c'est un 1100. D'accord. En litres. Voilà. L'idée, c'est d'avoir, si vous avez un peu de nénuphar, d'avoir un peu de profondeur. Oui, c'est ça. Mais voilà. Alors, attends, là, j'entends tout de suite. Et les moustiques il faut le poisson rouge. Il faut le poisson. Voilà, poisson rouge. Donc, mais le problème, c'est que ça se reproduit. Donc, il faut vraiment penser à se dire, bon, si j'ai de la repro sur mes poissons rouges, qu'est-ce que j'en fais? Et surtout pas le milieu naturel. Et ça se mange pas en plus? Ça ne se mange pas. Alors moi, soit on les offre à des gens qui vont faire la même chose que vous, parce que des fois, les gens se disent « Ah ben ouais, les plantes carnivores, je pensais pas que ça se faisait comme ça, je pensais qu'il fallait les mettre au frigo. » J'ai entendu des trucs assez particuliers. Non, ça, voilà. Alors, mais les moustiques, j'ai aucun problème. Et l'année dernière, j'avais même une grenouille. Donc, ça veut dire qu'un milieu humide, même dans un petit jardin comme ça, même avec 3 trucs de zinc, ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'aime bien me poser sur la petite gloriette pour regarder les petits espaces dans les petits coins. Et je vois que tu as des pondétéria là aussi qui sont en train de pousser. Oui, tout à fait. Mais ça ne vaut pas ça. Non. Ça ne vaut pas le Sarracenia. Non, voilà, mais j'ai essayé, hein, tu vois. Là, tu me convaincs. Voilà, c'est surtout que tu me dises que c'est facile. Oh, regarde, la roue de la charrette. Voilà, c'était... ça vient aussi, la base, tu vois, de la gloriette. Elle a été faite avec une roue de charrette. D'un char à banc et après nous on a construit autour, mais donc c'est vous qui l'avez fait la gloriette? Oui. Non. Alors c'est très humide ici. Ouais, c'est humide, ouais, ici tu vois on a des points d'humidité. C'est vous qui avez fait la gloriette, mais elle est super. Voilà. Et on en a deux, on en a fait deux. Là c'est un rosier, pareil, hein. Solde d'été dernier, un rosier Lolita Lemkinka qui a un rouge très Lolita Lemkinka, très beau. Et donc il y a un rosier grimpant et pareil qui a été vendu à 1 €. Il va peut-être pas y passer, mais oui, quand on voit là les belles pousses. Ouais. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais l'idée c'est quand même la gloriette, il faut que ça soit entouré de rosiers. De rosiers. C'est un cairn. Mmh. Les cairns, il y a deux intérêts. Ça c'est beaucoup les jardins d'Ortus qui font ça. Le réseau Ortus pour ceux qui connaissent. Soit c'est un système qui permet de prendre sur de la pierre calcaire de la chaleur et qui la restitue dans la nuit, entre guillemets. Oui. Bon, ici, ça ne joue pas ce rôle-là. Par contre, à l'intérieur, moi, j'y ai mis des morceaux d'arbres, du bois mort ou du sable. Et ça peut être une réserve pour les lézards, les couleuvres, etc. Encore une bonne astuce, biodiversité. Voilà. Donc si vous avez des restes de pierre en calcaire, je vous invite à faire ça. C'est plutôt rigolo à faire, ça prend un petit peu de temps. C'est pas cimenté, hein, c'est vraiment pierre sèche. Hein. Voilà, pierre sèche. Hein. Et avec des petits passages pour que la microfaune puisse les petits lézards, les serpents, voilà, aussi. Les orvelles et voilà, les tritons, tout ce qui est petit amphibien soit là. Donc ça c'est vraiment important. Sur la zone, le petit point d'eau, c'est vrai qu'on voit non seulement les grenouilles bien sûr arriver, mais surtout aussi les libellules et les demoiselles. Et donc là, il y a un vrai effet aussi en termes de biodiversité. C'est chouette. Ouais.
Donc là, quand tu reçois des hôtes pour les gîtes, ils peuvent venir dans ce Alors, jardin. ils peuvent faire le tour. Bon, après, les gens, quand les gens ne connaissent pas la campagne, ils ont beaucoup de mal à investir l'espace. D'accord. Ça, c'est très compliqué pour eux d'investir un espace. Je vais te montrer là où sont les ânesses. Ça a toujours été très compliqué pour elles. Elles sont adorables, elles sont trop belles. On avait un espace normalement qui était dédié pour les gens pour jouer au foot avec les enfants, courir, galoper et tout. Et bien, en fin de compte, c'est redevenu une prairie pour les ânesses parce que les gens n'arrivaient pas à investir. Au-delà de la terrasse, ils ont beaucoup de mal à investir, même si c'est des naturalistes, parce que nous on reçoit beaucoup de naturalistes, de gens passionnés, mais ils vont aller à l'étang faire des photos nature ou des choses comme ça, ou de l'observation. Mais investir un espace où en plus moi j'habite à côté, donc peut-être que ça les gêne, mais même au-delà de ça, les gens qui ne sont pas naturalistes ont beaucoup de mal à investir un espace de nature. On parlait du côté mémoriel. Chez ma grand-mère, on avait, je connais pas ces plantes-là, Caron. Ça c'est un trèfle. Un trèfle d'ornement, voilà. Et ma grand-mère, elle en avait des kilomètres et des kilomètres qui étaient ces bordures de jardin. C'est vrai que ça fleurit tout le temps. Voilà, c'est absolument génial côté floraison. J'en ai moi aussi. Voilà. Et quand ma grand-mère est morte, c'est une des choses que j'ai récupérées avec le banc où elle s'asseyait. J'ai récupéré ça parce que c'est un côté très mémoriel. Ah oui, ça. Là, un autre eucalyptus qui va subir aussi une taille de chandelier. Une bonne taille. Moi, j'adore les eucalyptus parce que pour les couronnes, pour des créations florales, et l'odeur. Moi, je conseille, si vous avez envie, dans votre douche, vous coupez des jeunes branches d'eucalyptus, vous les accrochez à votre pomme de douche, et quand vous prenez votre douche, vous allez avoir cette odeur. Et au niveau des bronches et tout, c'est hyper agréable. Ah oui. Allez, encore une autre astuce. Vas-y, bang. Encore un petit chèvrefeuille, arbuste. Non, mais ça y est, tu me tentes trop. Mais là, donc là, il y en a plusieurs. Ouais, alors c'est le même pied, mais je les ai taillés. J'ai taillé les vieilles branches. Oui. Et tu vois, il va repartir. Ce que je voulais aussi, c'est qu'il laisse un peu d'espace pour un de mes bébés érables. Qui va aussi investir l'espace. Super. Feijoa, tu sais, c'est l'arbre à fraises qu'on appelle ça, le petit qui forme des. Ça a un goût de fraise tagada. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, moi pour le moment, j'ai eu des fleurs. Mexique. Voilà. Oui, tout à fait. Goyavier du Mexique. L'idée, c'est l'arbuste qui est plutôt sympa, ce feuillage. La fleur. La fleur est très jolie. La fleur est très jolie. J'ai pas encore goûté. T'as pas goûté les pétales de la fleur? Ah non, j'ai pas osé. Ah, les pétales. Oui. Bon, sachant que tu peux goûter les pétales sans endommager la production de fruits. D'accord, ok. Parce que tu prends que le tour. D'accord. Okay. Donc, tu prends les pétales, tu les mets dans un salle de fruits ou sur un gâteau. Et c'est très bien. J'en ai 4 chez moi. Pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de fruits. D'accord, ouais. Vous avez combien de ruches? Alors, on en a 6 et on en a ailleurs. On en a à Germont aussi, chez mes parents, qui est une zone encore plus préservée, pour avoir un petit peu un mélange différent, etc. Puis, pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier, parce que des fois, quand il y a des grosses pertes d'essaims, par exemple, ici, je peux très bien... Il y a vraiment l'idée de l'effondrement des abeilles. Hein. L'idée de l'effondrement des essaims, elle existe, c'est une réalité. Et donc, il y a une vraie... il faut vraiment, soit on les maintient sous oxygène, les abeilles, c'est-à-dire qu'on les continue à les alimenter avec des sucres plus ou moins bien pour elles, etc. Nous, l'idée, c'est que souvent, on fait qu'un prélèvement l'année sur le miel. C'est-à-dire, soit au printemps, si ça se porte bien, on va prélever, mais en été, on ne va pas prélever. Donc, elles vont utiliser le miel qu'elles produisent pour ne pas se fatiguer encore plus. Mais c'est vrai que l'idée, c'est pas non plus de les maintenir en continu sous oxygène. Il faut vraiment qu'elles arrivent à se débrouiller. Je suis d'accord. Oh. Alors c'est ma sauge, sauge de Thierry. Qui me pousse à 2 mètres. Voilà, qui pousse à 2 mètres. C'est un pied qui m'a offert. On voit déjà les touffes. Voilà. T'as des boutures? Je pense que ça doit marcher. Et je vous assure que la fleur, c'est un bleu magnifique. Je vais repartir avec un seau de plantes. La phytométine, hein, moi que j'adore, qui est rose. Alors elle s'appelle Red Haunton Paul Scarlett. Ouais. Alors on la connaît bien dans nos bocages pour être blanche, mais cette là elle fait des petits pompons, on dirait des micro-roses roses. Et c'est super. Voilà, j'adore. Et là, tu essayes de sculpter tes bulles. Ouais, bon, c'est pas une réussite. Hein. Ouais, déjà, j'essaye qu'ils restent vivants, parce que là, il y a des grosses attaques quand même de pyrale. Et puis après, j'essaye de tailler. Bon. Et c'est quoi ton objectif? Je sais pas. Au fur et à mesure, ça viendra. Comment il va évoluer. Voilà, peut-être qu'il va me dire stop, arrête, stop, laisse-moi vivre. Peut-être.
Là, on va passer sur une partie plus Ouverte. ouverte et voilà, plus naturelle. Mais là, t'as commencé à planter des choses Ouais. aussi. Là, c'est essentiellement du pommier d'ornement. Allez. Allez, go. Et là, t'as de la vigne Ouais, j'ai de la et vigne. kiwi. Des kiwis et surtout le magnifique rosier que j'adore. Rosier lutéen. Rosier liane, aucune épine. Il aime bien quand même le côté chaud, donc il faut plutôt qu'il soit protégé. Et il va faire des petites roses. Je l'ai vu dans quel jardin? Je ne me souviens plus quel jardin. Dans le bord de Loire. Ils avaient fait ça, tout le bas du château était palissé de ce rosier-là. Et donc c'est des petites fleurs comme ça qui sont jaune beurre. Une merveille. Une merveille. Oh, j'adore. Regardez-moi ça. Une petite succulente. Là, puis là, tu as vraiment travaillé sur les contrastes de feuillage. Et donc là, voilà. Alors, un olivier qu'on nous a offert. Hein, donc bon, voilà. À la base, qui va se remettre. Peut-être, j'espère. Je sais pas trop. Il a l'air. Ouais. On peut y aller, toi? Oui, vas-y. C'est vrai que c'est très humide, on s'enfonce. Oui, là, on voit qu'il est... Tu vois, il n'est pas trop en forme, mais il va se remettre. Parce que regarde, tu vois là, il y a des petites pousses, on sent. Voilà. Quand on voit ça là. Justement, il n'était pas beau et que les gens n'en voulaient plus. Ouais. Bon, après, il faut donner sa chance. Hein. Voilà, tout le monde n'est pas beau, quoi. Donc après, ici, c'est plein de pommiers d'ornement. Par exemple, Mais il est magnifique celui-là. Ouais, alors, c'est un coccinella, mais qui a été mis sur tige. Donc voilà, il a les fleurs. On voit, hein, fleurs à l'intérieur blanches, et puis l'extérieur est plutôt rosé. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Les boutons, là, floraux. Voilà, donc toujours encore à mon arbuste. Et donc là, ton arche, là, c'est magnifique. Ah oui, c'est un petit de la charmille. Voilà. Et donc là, tu as fait pousser tes 2 charmilles sur les côtés, puis tu as mis ce bâton, puis au bout d'un moment, il n'y en aura plus besoin. Ça te fera une arche. Voilà, c'est ça. On la voit plus d'ailleurs. Quand une fois que le feuillage est mis, tu vois, on le voit plus. Ça, c'est le coccinella avec son grand frère. Coccinella, donc, qui, comme on disait tout à l'heure, ça pousse partout. Et donc, moi, je les plante, mais plein soleil, c'est pas top. Tu as une belle clématite. Ouais. Et puis, une passion pour les irigérons qui se développent bien partout. Ah oui, alors là, il y en a un là. Ouais. Voilà. Il est déjà en fleurs, c'est plus en avance que dans ma vallée. Et les miens sont encore en bouton floraux. Je vais laisser que tout ça prenne parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté grand-mère qui me plaît bien. C'est important. Et là, c'est des pommiers nains. Et j'en ai aussi des pommiers nains. Ouais, donc ils vont à quelle hauteur alors? En général, alors viens voir. Ça, c'est une super plante tapissante là. Ouais, ça c'est vraiment bien. C'est lequel? Onimus? Je sais pas. On m'a donné une bouture, tu vois, on m'en avait donné 2. Je les laisse. C'est ça, tu le tailles contre le mur. Oui, voilà. J'essaye que tu vois qu'elle maintienne. J'aimerais bien savoir lequel c'est. C'est un Onimus, oui, mais je pourrais pas te dire lequel. Parce que le problème, c'est ça, c'est que des fois, on me donne des noms, enfin, on me donne des bouts de voilà, mais ils ont même pas les noms. Donc je rame. Mais tes poules là-bas, des poules géantes. L'honneur des petites poules de Pékin. Tu vois, ça, c'est des arbres qui ont une dizaine d'années. Donc, au milieu, tu as un pommier nain. Et de chaque côté, tu as des cerisiers nains. D'accord, moi j'ai le cherry boop, mais je le taille pas du tout, mais il est plus gros que ça. En pommier. Ça c'est pommier au milieu, pommier. Oui, mais après tu disais cerisier. Voilà, moi j'ai cerisier, cherry boop, qui, mais par contre, il est beaucoup plus gros que ça. Et pourtant, c'est un petit aussi. Ah ouais, et moi je l'ai pas taillé. Hein. Ça, ils ont plus de 10 ans, on va aller voir, mais je les ai jamais taillés. Viens mes grenouilles, viens. C'est vraiment le maximum qu'il a. Tu vois. Je pense qu'ils vont pas grandir beaucoup, peut-être 20 ou 30 cm, mais pas plus que ça. Donc ma deuxième gloriette. Oh, trop beau. Voilà. J'adore la ganivelle. Ah oui. Les clôtures en ganivelle, là, ça donne tellement de charme. Ouais. C'est formidable. C'était pour un petit peu varier. Et ça dure super longtemps en plus. Ah oui, si en plus les bas ne sont pas à l'humidité, il n'y a aucun souci. Donc, là, tu as quoi comme rosier? Alors, c'est un rosier, toi tu connais peut-être le nom, ça commence par un W. Il a une odeur de violette, il est violet avec le cœur blanc. Il n'a pas d'épines non plus et il pousse comme la démesure. C'est une floraison violette à l'odeur de violette. Trop bien. Il est super. Et t'as fait ça là?
C'est un oui, ça, café. c'est des petites créations maison. Oh, mais c'est trop beau. Alors, on ne voit pas trop bien. non, Parce que derrière. voilà, vous allez mettre là. Regardez-moi ça. C'est Ouais, trop beau. Voilà, une branche, des pics. Et puis là, tu as fait des sièges. J'ai fait des sièges à partir de tourets. De tourets qu'on m'a donné. Donc, tu vois, à partir de tourets. Ah oui, fait un peu la version les bobines. vigneron. C'est les bobines. Voilà, les tourelles, tu vois, comme ça. Et avec la version fauteuil vigneron qu'on a fait. Et le petit cœur trop mignon. Et là, pareil, c'était une armoire qu'on balançait à la déchetterie, on l'a restaurée, je l'ai repeint. Voilà. C'est tout J'adore ça aussi là. C'est vrai, bah, c'est pareil. Tout ça, ça vient de la déchette. Les gens, je pense que c'est peut-être, est-ce qu'on s'en servait pour faire des stérilisateurs peut-être pour les bocaux. Ouais. Et je pense que ça se fait plus. Et donc les gens balancent. Commencer à faire des recherches dessus. J'aimerais me créer pour forcer les rhubarbes, Oui. les pots à rhubarbe. Et c'est vrai qu'un pot à rhubarbe, j'ai regardé les prix, ça va jusqu'à 1000 €. Ah. Ouais. Il y en a qui en vendent à 1000 €. D'accord. Dans la poterie. Ok. Il y en a certainement des moins chers. Il y en a certainement des moins chers, mais alors 1000 € ou même, même 100 €. Ouais, non, donc je me dis, tu vois, quelque chose comme ça là. Oui, un grand faitout assez haut. Un grand faitout tourné et puis on coupe. On est obligé de couper le fond. Ici, tous les fonds sont coupés. Hein. D'accord. Ici, partout. Tous les fonds sont coupés pour que, par exemple, connexion avec l'humidité. Ouais. D'accord. Et ça, c'est hyper important. De toute façon, ça va rouiller. Oui. Mais au moins, le système racilaire s'il a envie, il peut vraiment aller loin. Donc, on aura toujours ce contenant plutôt joli. Oui. Mais l'arbre, il ne va pas souffrir ou la plante ne va pas souffrir. C'est une bonne idée. Ouais. Mais donc là, je me dis, tu vois, quelque chose comme celui-ci, là, tourner dans l'autre sens pour forcer la rhubarbe avec la possibilité de soulever, le haut, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est à peu près ces dimensions-là. D'accord, ok. Bon, enfin, 1000 €, c'est effectivement. Non, mais il faut que je trouve une solution. Je reconnais pas cette plante. Alors, la poivrier du... C'est Timut? Oui, c'est un Timut encore. Qu'on m'a donné alors l'année dernière. Alors, il faut voir les épines, hein, oui, comme les poivriers du Sichuan. Voilà, et puis dessous aussi, enfin, je ne sais pas si on en voit, mais elles sont partout, les épines. Elles sont ah ouais, partout. sur les feuilles. Sur les feuilles, elles sont partout. Hein, elles sont partout. Donc c'est assez violent. Mais la production est très rapide, d'ici 2 ans. Donc là, il faut voir que l'année dernière, cette plante faisait la tige uniquement. Donc la pousse, oui. Ça pousse super vite. Ça pousse super vite. Il faut que ça soit plutôt drainé, donc c'est pour ça que moi je les mets un peu en hauteur. Mais il y en a sur Sèvres qui les ont mis en pleine terre et ça pousse pareil. Et dans le Mélois c'est pareil, ça pousse pareil en pleine terre. Moi j'avais peur que ça soit pas assez filtrant. Et après, donc ça va faire 2-3 mètres, etc. Et vous avez à peu près votre production pour l'année de poivre. Tu l'utilises beaucoup, le Timut? Oui, un peu de tout dans la compote. Dans la compote? Et oui, parce que c'est un goût de pamplemousse, d'agrumes, le Timut. Mais oui. Donc la compote, c'est formidable. Alors le Sichuan dans la mousse au chocolat. Si vous utilisez du bois, utilisez du Douglas. Alors c'est pas très local hein, le bois, mais si vous allez dans une scierie déjà locale, puis ben, nous par exemple pour cacher un mur en parpaing moche, et ben on a fait ça avec nos petits hiboux. Et j'adore le détail. Et voilà. Alors la chouette, j'ai l'impression qu'elle revient souvent. Peut-être, ouais, je sais pas, oui. Il y en a à l'entrée du gîte là en haut. Ouais. J'en ai aussi à l'entrée de l'étang. C'est vrai que j'ai une chouette aussi là-bas. là-bas. Il y a un étang là-bas. Ouais. Bah, c'est un rapace formidable, la chouette. On la voit tellement peu. Peut-être que oui, ça pourrait être un ça. Mais d'ailleurs, je crois que c'est notre logo de gîte aussi. Donc oui. Tu vois, inconsciemment. Et tu vois, j'avais repéré. J'avais repéré. Voilà. Et tu vois, la partie négative, tu sais, de l'entrée de la verrière, oui. Eh ben, on l'a repositionné comme ça. Je ne sais pas si on le voit, parce que c'est vrai que c'est du bois, mais on ne voulait pas que ça se jette et on trouvait que ça pouvait faire une deuxième super petite pancarte voilà, pour bien inscrire la berlière un peu. Tu as beaucoup d'oliviers aussi? Oui, parce qu'en soi, Anose, il est liquide, oui. Donc ça voilà, c'est arrivé. Et puis, je pense que les gens pensent que j'aime les oliviers. Et que les offres forcément ma passion, parce que je trouve que, voilà, bon. Et donc, on m'en offre beaucoup. Et donc, j'en ai 7 ou 8. Donc, je les mets dans des pots, des trucs comme ça, j'essaie de les retrouver. Mais à la base, arrêtez de m'en acheter, ce n'est pas ma passion. Ici, il y a un point. Ça, c'est pas forcément super top. Ouais. C'est, voilà, du granit, gravier, etc. Ouais. Mais on va dire merci à Decelles Nature et Environnement, dont Nicolas Cottrell, son directeur,
qui un jour, j'avais des gros problèmes. Ici, donc la Berlière, zone extrêmement humide, etc. Et quand il pleut, c'est une ancienne ferme, la terre est tellement compactée que moi, j'avais une rivière. Il faut voir une rivière, voire une mer. Donc j'avais parfois 30 cm, 20-30 cm. Et comme les murets ont enclavé un petit peu cette flotte, elle ne peut pas se dégager. Oui. Donc un roulable, parce que ça faisait de la boue, c'était monstrueux. Et donc il me dit, pourquoi tu mets pas du gravillon? Alors c'est pas pratique pour les enfants pour faire du vélo ou du patin à roulettes, mais par contre c'est formidable. Il y a 2 avantages. Un, quand il pleut beaucoup comme là, jamais on a un problème de flotte, tout s'évacue, on voit rien, on peut continuer à rouler, il n'y a jamais de boue, etc. 2, la destruction des adventices. Ça c'est formidable. On roule, les herbes, j'en ai quelques-unes, mais moi je traite pas ici. Oui. Donc tu roules, ça détruit ça te coupe les adventices. Mais oui, parce que ça bouge. Voilà. Alors c'est pas pratique peut-être à marcher, tu vois, quoi que ça stabilise, hein, ça se stabilise, mais ça a été une idée de génie. On a beaucoup à entretenir, il faut trouver des moyens. Des moyens, ouais, tout à fait. De toute façon, le Roundup, c'est pas dans notre. Et la petite bordure. Et la petite bordure, voilà. Ça, ah ouais, non, mais le Roundup, on est d'accord, hein. Voilà. On n'en parle pas. Ça, c'est Hirondelle. Non, ça, c'est Julie. Ça, c'est Hirondelle, je me suis trompée. Ça, c'est Élégante. Et ça, c'est Joy. Joy, là-bas. Voilà. Coucou, Joy. Voilà. Elle appartient à l'association Équipet, donc, qui prend en charge les animaux maltraités, les chevaux maltraités. Voilà. Joy appartient à la fondation 30 millions d'amis. Et les 2 ânesses grises sont sorties d'une ferme à production de lait d'ânesse. Donc elles faisaient beaucoup de petits tous les ans pour produire du lait. D'accord. Et donc elles ne font plus de lait, elles ne font rien. Elles font juste le fait qu'elles vivent ici avec moi. Dans un cadre plutôt pas mal. Hein. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, elles ont plusieurs enclos, elles ont d'autres enclos. Oui. Ouais, en tout, la propriété a fait 5 hectares. Et donc on les parque parce que là il y a l'herbe verte, donc il faut quand même faire très attention. Les ânes s'habillent dans le désert, hein, je le rappelle. Donc les ânes, c'est mieux que ça n'a pas trop de verdure, etc. Donc ils ont d'abord des temps où ils peuvent aller. Ici on est sur la zone humide, donc il ne faut pas trop capature pour défoncer la zone humide. Elles ont quelques heures pour passer. Et après elles ont un enclos où vraiment c'est un enclos entre guillemets où elles vivent plus souvent. Et puis après, une fois que le foin, puisque nous on produit aussi notre foin, est fait en été, bon d'abord l'herbe est beaucoup moins riche, elles vont pâturer à droite à gauche au niveau des prairies. Donc voilà, et là on leur a mis de la cendre, parce que la cendre de bois, nous on chauffe au bois, et la cendre de bois c'est fantastique contre les poux, les tiques, etc. Elle se roule dedans? Elle se roule dedans, c'est ouais. Ouais. Super. Tout à fait. Ben, il a des petits moutons en plus. Là, regarde. Oui. Ah oui. Ah oui, pareil. Tu vois? Mais c'est fantastique parce que ça empêche les poules de s'accrocher au poil et ça c'est formidable. C'est la meilleure. La cendre de toute façon sur plein de choses elle est formidable. Et j'ai 3 brebis solognottes. Voilà, c'est ce qu'on utilisait. La robe était utilisée pour faire les costumes, les habits des moines, la robe bure on appelle ça, la couleur. Et donc c'est un peu marron. Et donc elles ont cette couleur un peu caramel foncé. On va aller vers l'étang et où on a planté une partie, ce qu'on nous on appelle l'arboretum, je crois un peu. Mais je pensais que c'était qu'on avait déjà vu l'arboretum là. Non, non. Et je croyais qu'on avait fait une vidéo de 15 minutes, mais. On m'a remarqué que tu veux peut-être pas qu'on passe. Ah non, au contraire, moi je suis contente. On y va, autant que tu veux. Et je pense que tout le monde suit, vous venez avec nous, hein, on y va. Donc ça c'est le gîte, hein? Voilà, privé. Le gîte fait 140 mètres carrés pour 4 personnes. Voilà, et donc ils ont cette vue-là. C'est plutôt, comme on dit, c'est bucolique. Voilà. Paysage bucolique. Qu'est-ce que c'est ce petit... on va aller la voir, c'est ce qui est fait avec la société mammalogique de Bretagne et donc de Seine Nature Environnement pour le principe des refuges à chauve-souris. C'est la tourelle à chauve-souris. Une tourelle à chauve-souris. Voilà. Tu peux accueillir une colonie d'à peu près 100 à 200 colonies. 100 à 200 colonies, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 200 individus? 200 individus. Dans cette tourelle? Oui. Ouais. T'as l'air tout petit. Ici, nous sommes donc en zone humide. Il n'y a pas plu depuis à peu près 3-4 jours, mais il va me falloir à peu près une quinzaine de jours pour que ça s'évacue. Voilà, d'où le terme. C'est tellement une bonne idée, là, tes grosses poules en plein milieu, j'adore. Alors, excellent grattoir pour les ânesses. Elles adorent se gratter dessus. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu penchées. Tu les redresses de temps en temps. Ici, on est sur une friche herbée. Nous, on est inscrit dans l'opération Carré pour la biodiversité avec les CPE au niveau national.
C'est une zone vraiment de fauche très tardive. On l'a fait en septembre-octobre en fonction du temps. L'idée, c'est qu'on a commencé à planter des arbres. On n'avait pas trop d'idées au début, donc il y avait, tu vois, des arbres fruitiers qui étaient présents. Donc bon, on essaye de les remettre un peu en nature, mais tu vois, ils avaient été taillés En espalier. voilà. Ouais. On a du chêne, on a du liquide en barre. Puis ben, nous, on a rajouté du cormier, espèce qu'on ne voit pas beaucoup chez nous, mais qui est quand même hyper importante. Du hêtre, Oui. donc hêtre tombant, hêtre normal. On a des chênes des marais aussi, voilà, qu'on m'avait donné. Donc je pensais un peu envahissant, mais non, ça va, on arrive à les contenir. Oui. Donc voilà, on a aussi du frêne jaune, du frêne à fleurs, Mhm. puis après, tu vois, de l'épine. Enfin, l'idée, c'est d'essayer de maintenir quand même un espace qui, pour le moment, est ouvert et qui va se refermer parce qu'on va avoir des arbres de haut, assez haut. Donc du noyer, du chêne, etc. Et donc cette fameuse tourelle à chauve-souris. Alors, l'idée, c'est une idée pédagogique. C'est comme on accueille du public, c'est d'expliquer que les chauves-souris, elles ne s'accrochent pas dans les cheveux. C'est vrai qu'une chauve-souris qui tombe par terre, on ne la ramasse pas à la main, on prend des gants, dans le principe. Voilà, donc ici, la tourelle, elle est installée en bordure de lisière de vieux arbres pour pouvoir, parce que la chauve-souris va sortir et elle va tout de suite aller s'accrocher dans un arbre. Donc l'idée, c'est vraiment que ça soit à côté. Donc elles ont un espace d'envol, tu vois, qui est un petit peu, cette grande barre là, qui est un petit peu rainurée. Oui. Et après, elles peuvent soit descendre dans cette barre pour s'envoler, ou elles peuvent prendre appui sur cette barre pour rentrer à l'intérieur. Donc tu vois, tu as des petites cases. Et donc là, oui, tu es à peu près entre 200 à, tu peux avoir 200 à 300 chauves-souris de différentes familles. Tu vois, on avait fait une petite vidéo, on a beaucoup de caméras de chasse, on appelle ça, enfin voilà. Et on en avait, je cherchais un petit oiseau qui a un bec un petit peu très allongé et tout ça, un grimpero des arbres. Très particulier comme petit oiseau. Et donc j'avais vu qu'il avait fait son nid dans un muret. Et oh surprise, quand je regarde la vidéo, il cohabitait avec les pipistrelles. Donc on les voyait sortir au même endroit. Donc oui, la nature n'est pas raciste, bien loin de là. Et elle peut vraiment cohabiter en interespèces, il n'y a aucun souci. Là, on va installer un filet pour voir si on a des crottes. La particularité, la crotte de chauve-souris, elle est pailletée parce que comme il mange beaucoup d'insectes, c'est les ailes, les carapaces, quand il les broie, ben, ça fait ces espèces de petites paillettes. Donc pour savoir si c'est de la souris ou de la chauve-souris, eh ben, tu écrases ta petite crotte et tu vois s'il y a de la paillette. Si la paillette, c'est de la chauve-souris. Là, on arrive sur l'étang. Donc ici, on est en zone pour donc refuge à la chauve-souris. Et la loutre. Et la loutre, le havre de paix pour la loutre. Pour le moment, je n'en ai pas hein, sur mes caméras. J'ai de la genette, ce qui est déjà pas mal. Mais je ne désespère pas d'en avoir. Donc voilà. Alors ici, on a des haies de benge, donc de haies de bois de mort hein, qu'on récupère, voilà, et sèches, qu'on a récupérées et qu'on implante nous comme ça. D'abord parce que c'est plutôt rigolo. Moi, je trouve ça superbe, moi. Voilà, ça. Voilà. À mes clients à qui j'ai suggéré de faire des sèches. Voilà. Et inspirez-vous de ce que fait Sandra et son mari. Voilà. La question que j'ai eue, c'est oui, mais il faut continuer à faire des apports fréquents. Donc il faut qu'il y ait pas si fréquent que ça. Pas si fréquent que ça. Hein. Je veux dire, si on a des bases de bois, là ici, tu vois, c'était des vieux bois qui étaient un peu morts, mais qui n'étaient pas suffisamment bons pour faire du bois. Ça fait des années. Alors tu vois que ça se tasse, parce que donc c'était vraiment au ras. Mais bon, ça va prendre des années. Et puis si on a envie de l'habiller, eh ben, on y met des clématites, on y met des rosiers lianes. C'est ce que je vous ai dit. Bah, les brûlots, hein, je rappelle, c'est maintenant plus ou moins interdit chez les particuliers. Et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt à pas récupérer la cendre si on a des arbres. Mais autrement, bah, l'idée, voilà, ça se décompose. On voit bien, hein, on a des animaux qui s'installent, on a les hérissons qui s'installent dans le bas, on a des odeurs, donc on voit bien qu'il y a, voilà, c'est des points de chute et tout ça. Voilà, vous mettez ça. Bon, après, si vous voulez que ça se mignolait, bah, vous retaillez bien vos branches pour que ça soit joli. Mais franchement, ça plaît en général, ça plaît plutôt. Ouais, je trouve ça très chouette. Et puis, voilà, la forme, cette forme ondulée que vous avez donnée. Oui, voilà, c'est côté serpentin. C'est pas du land art, hein, mais l'idée, voilà, il faut que ça soit aussi ludique. Oui, c'est ça, tout à fait. Sur cette zone, ce qui était intéressant quand on arrêtait nous de la tonde ou de l'entretenir, c'est qu'ici on a des épipactis et les borines
qui sont donc des orchidées sauvages. C'est pas les premières qu'on voit là en ce moment, on en a pas mal des orchis qui ont poussé, qui sont violettes. Pyramidalis plus. Voilà, Ouais. mais celles-là, bon, elles sont très précoces et nous on n'en a pas. Elles vont être beaucoup plus hautes, elles font 80 cm, elles sont toutes fines. Donc on en a quelques pieds que moi je mets en réserve, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'elles se ressèment assez rapidement. Donc j'ai une quinzaine de pieds ici, donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, là encore, d'avoir cette réserve de graines. Quand on tombe, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'on a. Donc voici l'étang. L'étang, c'est pareil, on est dans les années 60, on va faire de la surproduction de pommes qu'on va traiter à outrance. Et puis on a besoin d'avoir de l'eau pour les irriguer. Donc on crée des retenues. Donc ça c'est une retenue collinaire. C'est-à-dire qu'on a mis, on a remonté la hauteur de cette bord de prairie. Oui. Et depuis, je pense, une centaine d'années, ici on a des fossés de drainage. Les fossés c'est très important, c'est pas des fossés sales, les fossés c'est très important parce que c'est une vraie biodiversité en termes d'humidité. Donc on a vraiment de reproduction d'amphibiens. Et donc nous, tous nos fossés on les a conservés, de drainage ancien, et donc ils viennent alimenter cette retenue collinaire qui est maintenant un étang. Là c'est enclos parce que justement on est sur un point de repos des tritons et des salamandres. D'accord, donc faut pas piétiner les berges. Voilà, on limite le piétinement. Il n'y a que les canards qui ont l'autorisation. Je les vois là-bas. Voilà les canards. Donc on a un petit canard indien et une canne de Rouen. Ouais. Plus d'autres canards qui doivent se promener un petit peu partout. Et donc, pareil, hein, moi je ne rentre pas mes canards, mais par contre j'y tiens. Et j'aime aussi qu'on ait des renards, puisqu'on a des renards qui viennent tous les soirs. On a 2 caméras ici, et donc on sait que tous les soirs, on a 2 mamans renards qui ont eu des petits, et qui ont besoin de manger. Et donc elles font le tour de l'étang, oui. Mais plutôt pour mulotter, pour aller chercher beaucoup. Hein. La première prédation du renard, c'est vraiment les mulots, les musaraignes, etc., les rats. Et donc nous, on a fait 2 habitats lacustres. Donc elles peuvent être sur l'eau et donc elles ne risquent rien. Et ça, les canards le comprennent très vite. J'imagine. Voilà, attendre l'instant de préservation. Voilà, c'est vraiment ça. Donc ici, on a planté, nous, beaucoup de pommiers et des pêchers, des amandiers, parce que quand on est arrivé, malheureusement, l'étang n'était plus entretenu depuis une vingtaine d'années. Donc on a retiré une centaine de stères de bois. Il y avait la présence, malheureusement ils étaient morts, de beaucoup de pêchers. Et là on s'est dit, si les anciens ont mis des pêchers, c'est que ça devait fonctionner. Donc nous on a replanté. Et puis on est plutôt content parce que voilà, pour le moment on n'a pas eu de perte. Alors, on a un peu de cloque sur les pêchers, voilà. Mais alors moi j'ai mis des bouteilles de verre. C'est un de mes clients qui m'avait suggéré ça, une bouteille vide, t'accroches. De verre, en verre. En verre, une petite bouteille en verre. D'accord. Et je trouve, par exemple. Voilà, et c'est vraiment au fur et à mesure des années, j'ai de moins en moins de cloques. Voilà, où est la science? Où est la science? Je comprends pas. Ici, donc ça c'est un abriconnier polonais, un pêcher Fayette, grosse mignonne, pêche plate, pêche sanguine. Ouais. Donc voilà, là c'est plutôt que des pommes qu'on a mis. Alors soit on nous les a données, puis j'avais une grosse envie d'avoir des pommes quand on les découpe avec de la chair rouge. Donc j'ai acheté plein de pommes avec de la chair rouge. Alors est-ce qu'elles sont parfumées? Alors, je sais pas pour l'instant. Regarde, tu vois la taille, c'est par exemple la Red Moon. Tu vois la taille, c'est vraiment des tout petits pieds parce que, en fin de compte, on en trouve très peu et il faut vraiment les commander. Je regardais tes petites étiquettes. Oui. Et là, je vois ça derrière. Oui, des tampons. Ah, explique-moi. Alors, les tampons, c'est parce que je suis une cousinière, je les ai pas ôtés. Tu les as pas ôtés parce que ça, c'est des dessous de verre, de tasse. Voilà, et donc comment tu as fait le trou? Donc avec une petite perceuse, tu sais, une perceuse pour, avec une mèche adaptée. Voilà, une mèche à pierre. Regardez-moi comme c'est voilà, parfait. Avec un petit fil de cuivre que vous récupérez partout en déchetterie parce que les gens jettent gras. Et puis des petites tiges en métal, pareil qu'on peut trouver aussi en déchette. Au début, moi je les recourbe aussi des fois, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je les recoupe. Voilà. Et ça, tu as ces petites ardoises, le lot de 5 ou 6 c'est 2 €. Mais ça permet, voilà, d'abord de se souvenir du nom, de voir la variété. J'aime bien sur les fruitiers, moi, inscrire. Les plantes, c'est super aussi. Quand je vais visiter des jardins et qu'il n'y a pas les noms des plantes, ça m'énerve. Donc voilà. Mais c'est chez moi, donc je me dis, bon, voilà, t'as qu'à te débrouiller, Sandra. Mais sur la partie des plantes, des fruitiers, c'est vrai que c'est intéressant. C'est bien. Moi, j'ai fait des étiquettes avec les cadettes en aluminium. Et
ça fonctionne très bien. Très bien aussi. J'ai fait une vidéo sur le sujet. D'accord. Et franchement, Ouais. je trouve qu'elles tiennent très très bien. D'accord. Et c'est vrai qu'étiqueter les plantes, Ah c'est oui. bien. C'est bien parce Ça a que du boulot, mais ouais, voilà, mais on oublie, on Ah en ouais. oublie quand même beaucoup et tout ça. Donc voilà. il y a un autre étang plus haut. Alors celui-là, il appartient à la Brème partenaisienne et il sert d'école de pêche. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc ils viennent, bon c'est pas un étang qui est beaucoup fréquenté, ils viennent 3 week-ends dans l'année pour apprendre à pêcher. Nous on a un problème, on a des problèmes de ragondins et d'écrevisses américaines hein, qui sont une vraie engeance. Oui. Donc voilà les dégâts faits par exemple Les par un ragondins. ragondin avec des trous. Depuis 2 ans maintenant, on achète à l'automne des piquets d'acacia au réseau SNCF pour entretenir le raie. Ils ont beaucoup, au niveau des lignes, ils ont beaucoup d'acacia. Ils avaient planté beaucoup d'acacia, donc ils sont taillés. Donc nous on achète des grands piquets et donc on fait des systèmes de protection. On va le voir, on a commencé à en faire un. On plante nos piquets d'acacia, on en met en horizontal. On remet un film, un voile, comment t'appelles ça? Géotextile. Géotextile assez fort. Et après on met de la terre assez glaise, etc. Et on vient renforcer tout ça, les bords. Parce que, 1, les ragondins, 2, les écrevisses sont des animaux très fouisseurs. Et donc, Ça assouplit. ah là là, c'est incroyable. La destruction, disons que les deux phénomènes font que ça provoque vraiment Une érosion ouais. par. Ouais, très important. Et je trouve que le système comme ça, alors c'est utilisé en bordure de rivière quand il y a des érosions de berges, etc. Et je trouve que c'est vraiment un système d'abord qui est à notre portée, parce que dès qu'on touche en bord de milieu aquatique, 1, il faut des autorisations. Alors pour la rivière, ici sur des espaces privés moins. Et puis 2, c'est des coûts phénoménaux, parce que se déplacer, c'est compliqué, il y a des engins un peu techniques et tout, que là, on peut le faire soi-même et c'est vraiment bien. Donc ici, on a la viette, voilà, qui borde. Tu vois, tu as une caméra. Ah oui. Tu as des caméras. Donc, alors ici, c'est pareil. Ça a beaucoup érodé avec les inondations. Ah oui. Là, tu le vois, regarde le passage de l'eau. Bah, Nous, ouais. quand il a plu, bah oui, j'ai vu sur tes vidéos. Ah ouais, le long de l'Ermitain, on n'a jamais eu autant d'arbres déracinés. Bah, tu vois, un phénomène, là on le voit bien, le déracinement. Ouais. L'eau est montée pratiquement en bas du frêne. Tu vois, parce que même le trop-plein de l'étang n'arrivait même plus, enfin l'eau débordait de l'étang, donc ça occasionne au niveau des berges des gros problèmes. Et puis une puissance, l'eau était vraiment, c'était énorme. Donc oui, effectivement, ça a vraiment provoqué. Et puis avec cette joie, oh merveille, ça nettoie aussi les rivières. Donc là encore, tu vois, regarde. Ah bah oui, donc, le tous plastique. les ans, voilà. Tous les ans, quand il n'y a plus d'eau dans la rivière, nous on fait un nettoyage complet de nos 800 mètres de rivière qu'on a pour tout nettoyer. Beaucoup de verre, de présence de verre, de bâches plastiques agricoles, de plastique, bouteilles plastiques, bouchons plastiques, canettes en alu. Enfin voilà, c'est... l'étang, on ne peut rien y toucher, on n'a pas de pêcherie, on n'a rien, puisque c'est une simple retenue collinaire. Il y a juste un trop-plein qui vient se vider ici. D'accord. Voilà. Et donc on est surveillé par la direction départementale des territoires qui vérifie si voilà, on n'a pas de plantes invasives, d'espèces envahissantes. Alors les espèces envahissantes, on a, puisqu'on a les écrevisses américaines et louisiennes qui sont là. Pas de renouée du Japon. Pas de renouée du Japon pour moi, ni de Jussie, tant mieux. Oui. Mais voilà, des choses auxquelles il faut vraiment surveiller, etc. Donc ça demande beaucoup d'entretien, un milieu humide et avec un étang comme ça, parce que voilà, des arbres qui tombent, faut du matériel, voilà. Quand un arbre tombe dans l'étang, oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Nous, on a un petit Someka 415. C'est un petit tracteur. Qui a été acheté en 1956. C'est le premier tracteur de la ferme qu'on a gardé. Vous voyez, c'est par génération qu'on se l'est transmis. Mais il fonctionne très bien. Il n'y a pas une super puissance. Donc souvent, on a un ami agriculteur qui vient nous aider pour tirer les herbes qui tombent dans les temps. Nous, on essaye de maintenir nos frênes en trogne pour justement avoir une production en été fourragère, d'arbres fourragers, pour les ânesses, parce que des fois on peut manquer aussi de verre pour les ânesses, parce que les sols sont brûlés, etc. Ça nous est arrivé il y a 2 ans quand même. Et puis le trogne, c'est bien, parce que ça laisse l'arbre vivant, mais on a une production de bois qui est quand même Pour ceux qui ne sont pas de la région, on va vous montrer ce que c'est que les têtes de chèvre. Ça c'est un jeune trogne. Voilà, les têtards, ça c'est ou trogne. Voilà, il y a plusieurs noms.
C'est-à-dire qu'on coupe comme ça. Alors on en verra, il y en a un vieux là-bas, Voilà, il y en a plusieurs. Ouais. de l'autre côté. Voilà, tu vois, là, il y a Il y a on un peut les, très vieux. on les taille en différentes hauteurs. Tu vois là, celui-là, il mérite vraiment d'être taillé rapidement. Donc lui, tu vois, il a été taillé à peu près 1,50 m. Donc là, pareil, il risque pas grand-chose. Hein. Il va être taillé, mais il va reprendre. Ben, par exemple, la rivière, tiens, je te donne un exemple. La rivière nous a déraciné le frêne. On l'a taillé. Voilà. Bon, ben, c'est un arbre qui reprendra sans souci. C'est ce qu'on a fait. On a beaucoup, alors soit en préventif, soit en curatif. Ouais. Mon frère, il y avait un arbre qui avait versé, hop, il l'a coupé. Et puis pour que la souche redescende et puisse reprendre assis. Et des zones qu'on savait fragiles, on savait qu'il y allait encore avoir des inondations. Et il a coupé plusieurs arbres à mi-hauteur, comme ça. Il faut garder le système d'enracinement du bord de berge pour pouvoir limiter l'érosion des berges. C'est vraiment ça. La rivière, de toute façon, c'est un phénomène qui bouge. Là, par exemple, l'ancien lit de la rivière, on le voit ici. Donc ça veut dire qu'il a bougé peut-être en 100 ans, il a fait une quinzaine de mètres. Et si ça se trouve, la rivière, dans 100 ans, elle sera rendue au niveau de l'étang. C'est vraiment un phénomène qui est très mouvant. Donc si on veut limiter cette érosion, au moins sur la vie d'un homme, eh ben, il faut maintenir vraiment un système de ripisylve extrêmement performant. Donc il faut maintenir des arbres. Donc après, ben, nous par exemple, on voit une vieille trogne. Voilà, oui. Mais encore vivante. Oui. Mais c'est incroyable. L'idée là de maintenir ça, c'est d'amener pour les castors et les loutres. Voilà, des amas de bois comme ça. D'accord, ça c'est intentionnel. Ouais, c'est totalement intentionnel. D'abord, ça va se dégrader. Alors là, ça fait peut-être pas beau, mais ça se dégrade, faut pas s'inquiéter. Et là, par exemple, on avait comme un espèce de grand lacet là, qui rentrait à l'intérieur. Donc là, on a enfoncé des piquets, on a tressé et on a mis un peu de bois, de machin, etc. Donc là, le tronc qui est arrivé suite au truc, on va le remonter, tu vois, en haut. Celui-là? Ouais, celui-là devant. Ça, tu vas le passer on va le passer par-dessus. Et ça maintient quand même, tu vois, l'érosion dans cette espèce de lacet qui va limiter. Et surtout, pourquoi? Parce que là, c'est un super petit passage à faune sauvage. Tu vois, c'est pas très large. Donc, on a du renard qui passe, on a le lièvre, on a la genette. La genette, elle a été prise ici. Donc, on a vraiment un super passage. En été, quand tu as plus d'eau, parce que évidemment, il y a des assecs très réguliers, on a à peu près 6 mois d'assec sur 12 quand même sur cette rivière-là. La Viette, qui est un affluent du Touet et donc de la Loire. Et on avait un mâle sanglier qui passait là, parce que c'est vraiment aussi des passages à faune sauvage. C'est formidable. Avoir une rivière, c'est aussi ça l'intérêt, c'est d'avoir vraiment une biodiversité qu'on n'aurait pas forcément au niveau des prairies. On a implanté notre rucher ici. Pourquoi? Parce qu'à la base, il était dans l'ancien verger du domaine. Sauf que juste à côté, on a un agriculteur qui fait du maïs depuis 18 ans, 5000 m². Vous voyez, 5000 m², un demi-hectare. Et donc, il traite. Et donc, on avait une mortalité des abeilles phénoménale. Donc, normalement, on n'implante pas des ruchers dans des zones humides. Mais cette année, on n'a pas de perte au niveau des abeilles. C'est le seul moyen de maintenir à peu près nos essaims correctement. Donc, même pour un demi-hectare de maïs, on peut tuer des colonies entières d'abeilles. C'est très apaisant l'eau. C'est assez hypnotique. C'est comme le feu. Il y a cet instinct premier. Le feu, quand on l'observe, il est aussi très hypnotique. Et ben l'eau, c'est pareil. Il y a un côté extrêmement relaxant, de relaxation, etc. Donc c'est vrai que voilà. Mais bon, nous, quand on a acheté, il était là, on l'entretient. C'est pas une passion pour la pêche. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Alors normalement, c'est un truc qu'on met pour les canards colverts. Oui. Mais nous, on l'a mis là parce que bon. On est un peu bête des fois. Et puis on a nos appâts à frelons asiatiques. Ça qui fonctionne bien ce système, je trouve. Très bien. Ouais, il faut bien le bon mélange. Tout à fait. Tu fais le bon mélange avec de la bonne bière, le bon sirop, grenadine ou quelque chose de très fruité. Et ça fonctionne plutôt très très bien. Cette année, l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup d'attaques de frelons asiatiques, mais le voisin qui a des ruches juste à côté a eu toutes ses ruches défoncées. Et la raquette de badminton. Et la raquette électrique. Ah oui, de badminton, ok. Oui, mais avec la raquette électrique, ça fonctionne bien. Ah oui, mon mari a raquette de badminton. Pink, il reste devant l'entrée et puis il les dézingue. Un petit coup de raquette. Donc, ici, on est pratiquement à la fin de la visite. Là, c'est l'espace prairial. Ici, il faut voir qu'il n'y en avait plus du tout de haies. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment... Vous pouviez voir tout le clocher de l'église, enfin même le bas de l'église, etc. Donc tout ça, c'est à vous? Tout ça, c'est à nous, ouais.
Et vous avez replanté toutes les haies, Alors les on les a clôtures. laissés, nous on a fait la méthode Sylvain Houlier, si tu nous entends. Donc on laisse, la ronce va s'implanter, on va la limiter. Alors les ânes c'est formidable pour limiter les ronces. Et puis dedans va s'implanter des arbres, des frênes, des chênes, des érables. Naturellement. Naturellement. Et là on va sélectionner ce que je veux garder ou pas garder, parce que j'ai 2 chênes à côté. Là c'est ce qu'on a fait, tu vois tout le long là, c'est ce qu'on a fait. On a sélectionné ici, il y avait une quarantaine d'arbres, et tu vois on en a gardé une dizaine. Voilà. Et donc, tu tailles la ronce, mais ça, la ronce, ça va repousser dans 2 ans, on ne verra plus le problème. Ça nous a permis aussi de refaire un petit peu les clôtures. Et puis, on a sélectionné les arbres qu'on voulait maintenir en alignement. Et donc, nous, on les a maintenus en auget. Donc, on ne va pas les trogner pour le moment. On les garde vraiment à venir très, très haut. Et puis, pareil. Donc, tous nos arbres, on a essayé de les maintenir comme ça. Donc, on a vraiment des petites parcelles. Hein, bien sûr, c'est vraiment des petites parcelles. Mais c'est très utile pour garder de l'ombrage avec le changement climatique actuellement. Oui. Et donc tes ânesses, là, ils viennent là. Voilà, elles viennent là, mais en été. Donc ici, là, c'est pour... là, on va attendre. Il va y avoir une production de prairies. Nous, on fait à peu près... Une fauche, c'est ce que tu disais. Pardon. Oui, après. Ouais. Et une fauche, donc on va avoir du foin. Si c'est des bonnes années, on peut avoir une deuxième coupe. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Et après, on va mettre les animaux. C'est ce qui permet d'entretenir des milieux ouverts. C'est-à-dire que le pâturage des animaux permet de maintenir une bonne qualité au niveau des prairies. Autrement, on aurait l'implantation dite entre guillemets de mauvaises herbes, de chardon, etc. Et c'est cette coupe-là et cet entretien des animaux. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir 2 espèces animales. Parce que ce n'est pas les mêmes. Ce qu'une va refuser, l'autre va la manger. Donc, le mélange mouton-âne peut être intéressant. Le bovin, c'est bien, mais c'est que sur des terrains comme ça, très humides, ça défonce tout. Donc, il faut faire très attention aussi. C'est trop lourd? Ouais, trop lourd. Trop lourd, ça peut vite défoncer des prairies. Et l'âne n'est pas trop lourd? Non, c'est un animal relativement léger. On l'utilisait beaucoup en maraîchage parce que par rapport à du cheval, même de la jument mulassière ou des chevaux, des animaux comme ça, ça a des tout petits sabots en U, donc ça abîme beaucoup moins. Puis comme c'est pas très large, un âne, vraiment, tu peux passer sur des carrés, tu vois, pas très large pour le maraîchage. Donc c'était vraiment intéressant et ça a quand même une vraie puissance physique qui peut vraiment tracter, etc. Ou tirer ou tracter, etc. Tu l'utilises d'ailleurs dans cette fonction? Moi je les utilise pas. Non. Alors non, parce que souvent c'est des animaux issus de maltraitance. Donc là, ils sont là pour reprendre confiance en l'humain, se remettre parfois de maltraitance lourde et qu'on puisse les redésensibiliser à toutes les maltraitances qu'ils ont vécues. Donc non, l'idée, moi, c'est pas de les travailler, c'est qu'ils soient heureux, qu'on se fasse plaisir avec eux, un vrai travail avec eux, mais c'est plus un travail sensitif, etc., émotionnel et voilà, de contact de base. Mais on ne fait pas travailler l'âne en soi. Ça reste quand même un milieu qu'on découvre au fur et à mesure. Et en 20 ans, je vois que moi, j'ai beaucoup évolué sur le sujet. Ouais, c'était important d'évoluer, quoi. Et c'est vrai que le changement climatique, la problématique de la biodiversité, du vivant, des attaques répétées qu'on a sur le vivant, de la disparition des espèces, hein, notamment des oiseaux, etc. C'est une vraie catastrophe. Et c'est vrai que plus on est proche de son milieu naturel où on vit, et plus on s'aperçoit de cette dégradation. Et je me dis que parfois c'est peine perdue parce que nous on forme des bulles, que ce soit chez toi Caro ou chez moi, on essaye de former des bulles de biodiversité, mais on se dit, et 500 mètres après, en ce moment c'est le printemps du Roundup, donc les champs sont oranges, c'est une catastrophe. Mais on peut rester sur une note positive. Les mentalités changent doucement mais sûrement. Ah oui. Bah mais je crois que c'est la fin. Hein. Ouais. Va falloir qu'on se dise au revoir, madame. Au revoir, madame. Comment c'était? C'était bien. Voilà, on oublie que vous êtes derrière la caméra. Et c'est agréable de parler de ce qu'on aime, certainement. Moi, je trouvais que tu étais passionnante. Hein. Voilà, j'ai adoré tout ce que tu nous as dit. Voilà, j'ai tout absorbé. Il y a tellement de choses à voir. Je pense qu'il faut vraiment, si on devait tirer une conclusion de tout ça, c'est vraiment de se dire, on doit se faire plaisir, on ne doit pas être esclave de son jardin, et puis toujours penser sur la question de la biodiversité, que la nature, on doit travailler avec elle et certainement pas contre elle. Ça, c'est une évidence, qu'on soit jardinier, naturaliste, dans le monde agricole, pépiniériste, etc. Enfin, toutes ces formations qui ont lieu d'être, mais je dirais que le vivant a lieu d'être avec la biodiversité et la nature en règle générale. Donc voilà, et c'est vraiment le plaisir doit rimer avec cette protection fondamentale du vivant.
Toucher la terre, c'est une vraie nécessité. On l'a vu pendant la période du Covid. Ce besoin, ce retour à la terre. On peut faire de grandes études, c'est très bien. Les études, c'est important, ça permet le sens critique. Mais à un moment donné, de ne pas être complètement déconnecté à elle, ça c'est une importance vitale. On doit l'aimer, on doit la préserver, on doit la protéger. À bientôt. C'était chouette, merci beaucoup.